Bonjour, bienvenue au nouvel épisode de Deuxième Degré. Cette semaine, on a un épisode très intéressant selon moi sur l'éthique en environnement. Et on est encore au sanctuaire Safe, donc comme au dernier épisode, il y a des petits animaux qui ont peut-être venir nous visiter durant l'épisode, donc on espère qu'ils n'ont pas trop dérangé, mais quand même... Écoute, on est chez eux, c'est peut-être nous ça. qui les dérange plus, on essaie de faire notre mieux. Mais écoute, on est vraiment content d'avoir deux invités encore de qualité. Je suis vraiment content qu'on puisse avoir Maxime Pinette et Mélissa Molin-Dupuis avec nous pour parler d'éthique en environnement. C'est un peu différent comme épisode. Les autres épisodes, on parlait peut-être un peu plus axé sur les technicalités de l'environnement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va prendre un peu de recul puis se demander vraiment comment que nos comportements éthiques, comment la société se comporte aussi, ça influence un peu comme le futur de notre environnement. Donc, notre premier invité, Maxime Pinette, veux-tu nous parler un peu, je sais que tu écris un mémoire sur le sujet un peu d'éthique en environnement. Veux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi ton mémoire, qu'est-ce que tu étudies? OK. Ben, en 2-3 mots, bon, j'étudie en philosophie. Puis, dans mon mémoire, je fais un argument dans lequel je défends que, en fait, quand on mange des animaux, on pourrait être un peu plus raciste et même spéciste par la bande, par l'entremise de ce que j'ai appelé une racine des oppressions. Puis c'est ça. Donc, je me base sur des études empiriques, donc qui étudient des vrais participants, puis tout ça. Et en même temps, j'utilise aussi une autre approche un peu plus qualitative qui comprend les oppressions, la violence qu'on fait envers les humains et les animaux, comme une forme de relation qui est dysfonctionnelle, qui est en fait une relation de pouvoir sur les autres, qui part d'une idée qu'on est supérieur à l'autre, etc. Et qui en fait émane d'une estime de soi qui est mauvaise. Que généralement, ceux qui agissent comme s'ils étaient supérieurs aux autres, c'est en fait parce qu'intérieurement, leur estime de soi n'est pas bonne. Puis ils ont un style d'attachement qui est insécure. Puis comment est-ce que, dans ce parcours-là que tu as eu pour faire ton mémoire, en quoi est-ce que l'environnement est venu se poser dans l'argumentaire éthique animale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu se poser à ce niveau-là? Oui, ben en fait, vers la fin de mon mémoire, surtout, j'aborde plus cette question-là parce que je la laisse de côté pendant une bonne partie de mon mémoire, mais j'utilise une écoféministe qui s'appelle Karen Warren. Puis les écoféministes, en fait, eux, justement, ils font des liens. Ils suggèrent qu'il y a intrinsèquement les problèmes de l'environnement et les problèmes qui concernent les femmes, même les personnes racisées, autochtones, etc. Ils ont comme tous des liens communs. Et ben justement, on devrait combattre toutes les formes d'oppression sur un même front, si on veut, pour les écoféministes à cause de ça. Et donc, c'est plus dans ce sens-là que l'environnement peut entrer en jeu. Je dirais même que peut-être, éventuellement, on pourrait se poser la question de savoir si nos comportements envers l'environnement pourraient pas entrer dans le schéma que j'ai fait. C'est le même principe avec les animaux. Supériorité. C'est ça. Ouais. Puis en fait, il y a quelques données qui suggèrent que c'est le cas. Okay. Intéressant. Mélissa Molin-Dupuis, veux-tu nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené dans la région des Cantons de l'Est et tout ça? Moi, je suis une citoyenne nouvellement arrivée depuis environ 1 an. Là, j'arrive dans mon anniversaire d'1 an. Je suis maintenant à Granby. Je continue quand même de travailler beaucoup en télétravail, ça c'est certain, mais aussi en me déplaçant sur le territoire. Cependant, je dois avouer que la COVID a fait que le déplacement en région était vraiment... Ils ont réussi à nous sortir, mais c'était vraiment quelque chose qu'on avait à cœur parce que moi et mon mari, on vient des régions... lui vient de la Beauce, puis moi, je viens de la Basse-Côte-Nord. Fait le désir de retourner sur la Basse-Côte-Nord était très fort, mais je me voyais mal partir, perdre ma job. Puis aussi, j'ai bâti une communauté en vivant à Montréal. On a cherché une maison, puis là, on a trouvé dans une région qu'on adore, l'Estrie, les Cantons de l'Est. On cherchait quelque chose, puis on a trouvé à Granby. Mais c'est venu confirmer quelque chose aussi en tant que citoyenne, c'est que on a vraiment un détachement de notre relation. Puis j'aimais beaucoup ce que tu disais, justement. Parce que j'ai dit, ouais. Mais j'avoue que c'est toujours difficile parce que moi, je viens d'un point de vue autochtone. Fait que j'arrive avec, des fois, des savoirs ancestraux qui sont pas toujours mis en valeur par la société. Fait une des approches qu'on fait, surtout quand on se rencontre ensemble dans un lieu, c'est de dire qu'on reconnaît qu'on est dans des territoires non cédés de la nation qui les occupait et qui les occupe encore. Donc, présentement, on est en territoire abénaki. Et souvent, quand je vais dire ça, beaucoup de personnes qui sont québécoises, canadiennes ou américaines ont des réflexions eurocentrées sur
c'est des territoires qui appartiennent, donc possession, Ouais, c'est ouais. à moi. Délimité, frontières. frontières, ouais. tu sais, toute une découpe comme je dis ça, un plan de découpe d'une vache. Hein. Ouais, Alors Ouais, que c'est dans la... ironique, on est ici. ouais c'est vrai. Hein? Exactement. Mais dans l'idée, c'est vraiment de dire qui est le gardien du territoire, qui a des savoirs liés, connectés au territoire et qui peut nous aider, nous, à y habiter, à y vivre. Donc, c'est de parler de la relation, puis c'est ça qui est important aussi, c'est de dire la relation soit de propriétaire, de maître, qui supplante justement le territoire, les animaux qui y vivent, ou de personne qui est en équilibre, en relation avec son territoire, qui en connaît les secrets, puis qui peut en vivre des ressources, puis peut savoir où se trouvent les choses, peut nous aider à nous nourrir, puis à survivre sur un territoire. Donc, puis ça parle des relations qu'on a aussi avec les animaux, puis c'est très difficile des fois de faire comprendre que des gens qui mangent les animaux ont une relation aussi intime puis de protection. Fait que c'est pour ça que je travaille aussi On va. dans En plus, t'as d'autres fait comme aspects. une introduction de tout ce qu'on allait parler dans l'émission. En Oh fait, mon je- Dieu! Ben, c'est parfait! Écoute, on va avoir une troisième animatrice, c'est parfait. Mais en fait, je pense que tu as quand même oublié de mentionner ce que tu faisais dans la vie quand même, Ah, ben oui, au travail. C'est peut-être Oui, des gens c'est qui vrai. savent pas qui tu es. J'ai aussi des jobs. Je suis pas juste une citoyenne, je travaille aussi à la Fondation David Suzuki. Je suis responsable de la campagne boréale, mais d'un point de vue puis d'un aspect des Premières Nations puis des communautés autochtones. Fait que ça change vraiment aussi la perspective du travail que je fais. Mais par le fait même, je travaille à Radio-Canada. Je suis animatrice de la première émission francophone de radio à Radio-Canada qui est nationale. C'est Kwekwe. C'est une émission culturelle. Je porte beaucoup de chapeaux, pas juste celui-là. Mais parce qu'on est dans une ère de réconciliation puis de remettre justement les communautés autochtones sur la map. Et donc, autant au niveau des savoirs, de l'éthique, justement, en environnement, commence à réapparaître dans les institutions, mais aussi dans les organismes environnementaux. Ben, j'essaie de faire mon possible. Parfait. Mais c'est justement, Mélissa, j'avais comme une question intéressante en lien avec ce que tu disais, parce que la notion de respect, je pense, c'est une question aussi qui est de la société. Puis je pense qu'une question intéressante à se poser, puis j'aimerais ça avoir votre avis un peu sur ça, c'est est-ce qu'on doit dénoncer les comportements qui sont clairement non éthiques, mais qui sont quand même conformes à la société? Tu sais, justement, tantôt, tu parlais de manger de la viande, tout ça, mais comme on pourrait dire, c'est assez facile qu'on pourrait dire que c'est pas éthique, mais c'est très conforme. Tu sais, tout le monde le fait. Et si on doit le dénoncer au niveau individuel, ces pratiques-là, tu sais, je sais pas s'il y a quelqu'un entre vous qui veut commencer. Ben, vu que c'est éthique, veux-tu aller de l'avant? Ben, c'est sûr que dans ta question, ça implique, je pense, que ce soit des comportements qui sont dénonçables. Exact. C'est comme Donc, on disait, mettons, manger de la viande ou aller, exemple, conduire un gros Escalade dans une ville ou je sais pas trop, tu sais, c'est comme des Dodge trucs... Ram, là. Ouais, quelque chose de, tu sais, je sais pas, juste C'est des ça. trucs qu'on n'a pas tendance à dénoncer, on les dénonce, bien évidemment, mais qui sont tellement conformes que ça n'a pas la même voix, la même puissance dans une société comme quand on veut le partager, mettre de l'avant, tu sais. C'est sûr que c'est difficile de dénoncer déjà, de sortir de la conformité pour aller dénoncer. J'aurais tendance à penser que oui, on doit le faire ou on peut le faire, tout le moins. Puis, par contre, justement, dans l'approche que moi, je préconiserais, ça serait de faire attention à ne pas essayer de faire sentir comme la honte, de faire ressortir la honte envers l'autre, puis tout ça, c'est souvent des choses qui vont se passer dans l'activisme où on essaie, comme par exemple les véganes se font souvent accuser de imposer des croyances ou des valeurs sur les autres, puis tout ça, tandis que quand on le fait dans la discussion, dans un vrai questionnement sur qu'est-ce qui amène les gens à avoir les comportements qu'ils ont, on a généralement beaucoup plus de chances d'avoir une discussion qui est productive en bout de ligne et de ne pas, au contraire, amener les gens à avoir les comportements inverses à ceux qu'on cherche à leur faire. Mais tu as tellement une bonne approche parce que il y a la partie de la honte, la gêne, de la pression sociale. Il y a souvent cet aspect-là qui a été trop utilisé, je pense, dans la société contemporaine. Puis d'ailleurs, je veux dire, toute l'histoire des pensionnats, c'était de détruire, puis de gêner, puis d'abaisser. Puis ça n'a jamais fonctionné. Ça a même eu un effet plutôt dévastateur sur les gens. Donc, ça ne transforme pas pour le mieux. Cependant, ce que moi j'ai utilisé beaucoup comme exemple, c'est quand j'ai commencé la mobilisation avec Idle No More en 2012. Moi, j'étais extrêmement motivée par ma colère envers Stephen Harper. C'était la motivation, mais ça me brûlait, ça me fatiguait. Je suis pas quelqu'un qui aime être dans la confrontation. Je suis plus dans...
j'aime le trip de gang. Tu sais, j'aime la communauté, puis le communautarisme, c'est vraiment mon essence, pour ne pas dire. Et donc, de me rendre compte aussi, mais tu sais, si tu te mets en opposition à quelqu'un, c'est qu'il y a un ennemi, puis il y a un bon, puis un méchant, puis alors que là, on est tous ensemble dans ce bateau-là. Fait, au cœur de ça, je me suis rendu compte que ma motivation, ça devait plus être la colère, la haine, ou même justement mettre en honte les gens, mais c'était de voir comment je pouvais le faire pour eux, pour Stephen Harper, pour ses enfants puis ses petits-enfants. Puis ça a totalement transformé ma mobilisation. Mais ça m'a fait me rendre compte aussi d'une chose, c'est qu'on a toutes des réalités qui sont très différentes. Ceux qui peuvent se permettre d'être vegan à Montréal, c'est toute une autre réalité que ceux qui vivent dans le Grand Nord puis qui sont encore codépendants des animaux qui y vivent, comme les baleines ou le caribou. Donc, c'est de se rendre compte qu'il y a une multitude de manières de vivre, mais le problème, c'est que c'est pas les manières de vivre, c'est vraiment l'exagération. Ouais. Puis des fois aussi la déconnexion par rapport à notre environnement, à ce qui est autour de nous. Donc, présentement, pour moi, je considère pas que les chasseurs de caribous, qu'ils soient québécois ou inuits, sont des problématiques pour le caribou. Je considère que ceux qui coupent les forêts, qui mangent même pas le caribou, là, qui n'ont pas cette relation intime-là, deviennent problématiques. Donc, la honte, je trouve que ça ne fait pas avancer les choses, mais l'éducation, parler, et souvent même dans nos conversations, dans les conversations qu'on va avoir dans des groupes autochtones, on ne pointera jamais le doigt. Parce que celui qui pointe ou celui qui crie, celui qui hausse la voix, a tort quasiment d'avance. On va internaliser ça, on va le mettre devant. Des fois, je trouve ça difficile. Puis on met ça comme sur la table et tout le monde peut prendre le temps de digérer ce qui est l'info puis de l'intégrer. Parce qu'on n'a jamais vraiment bien fonctionné à se faire dire « fais ci, fais ça ». Mais quand on nous donne le temps de la transformation, il y a beaucoup plus de changements qui se produisent. Mais pour ça, il faut créer des relations. Et des relations d'opposition, ça n'amène pas à développer une communauté. Puis je dis tout le temps, dans un village, même le plus tannant, tes voisins, t'en as besoin. Parce que c'est peut-être lui qui va venir arroser tes champs, c'est peut-être lui qui va déneiger ton entrée. Mais il est gossant puis il te tape ses nerfs. Alors que quelqu'un qui est bien gentil peut être un problème, tu sais. Ou même quelqu'un qui a la même idéologie que toi peut devenir problématique. C'est de voir que l'ensemble de la communauté doit être emmené vers cette participation-là. Puis je donne tout un exemple de Manawan, par exemple. Comment tu veux te rendre à Manawan si t'as pas un pick-up? Comment tu veux aller dans le bois si tu n'as pas ces outils-là pour travailler? Mais c'est de se rendre compte aussi, des fois, pourquoi on achète ces outils-là quand on n'en a pas besoin. C'est là qu'il y a un problème. Je trouve ça intéressant. Puis je voudrais qu'on fasse un pont là-dessus sur on fait souvent l'opposition entre la surconsommation et la consommation qui est très éthique. Parler un peu de consommation de la viande. Donc, je sais qu'il y a des différentes réalités quand on parle de la surconsommation, de nous qui mangent de la viande puis qui en jetons la moitié, peu importe. Et par exemple, pour opposer à la consommation traditionnelle de la viande qui était vraiment chasse et pêche, donc nécessairement qu'un côté plus ancestral. Comment on fait pour opposer dans une société, d'avoir cette dichotomie-là entre la consommation abusée et la consommation qu'on pourrait dire éthique de la viande? Personnellement, j'aurais tendance à penser que, de manière générale, au niveau philosophique, il y a très peu de philosophes qui vont défendre l'exploitation de masse des animaux. Donc, la viande qu'on va retrouver dans nos épiceries, de manière générale, à 99%, sont produits de manière qu'on considérait pas vraiment éthique. Puis de manière générale, si on se soucie un peu du bien-être des animaux aussi, ben effectivement, c'est comme une production qui est encore moins éthique. Puis, il n'y a rien qui est éthique, là, environnemental, santé, peu importe. Tout est mauvais, en fait. C'est ça, il y a beaucoup d'aspects, mettons, on va dire, il y a beaucoup de points négatifs. L'externalité négative. C'est ça. Puis d'un autre côté, ben, comme tu disais, effectivement, il y a peut-être des cas, comme Ilsa disait, je suis tout à fait d'accord que le contexte est super important. Que justement, c'est pas juste le côté ancestral, mais il y a aussi, tu parlais du génocide culturel, ben, le fait de vouloir enlever la chasse, par exemple, ça peut faire partie du génocide culturel, puis ça enlève une grosse partie de l'identité des personnes autochtones qu'on a déjà enlevé beaucoup. Et en ce sens-là, je pense que c'est peut-être des discussions qu'on a à avoir qui on peut justement justifier peut-être d'un certain côté certaines pratiques, en particulier par exemple pour les Autochtones. Et d'un autre côté, en même temps aussi, de condamner l'exploitation de masse des animaux. Mais mettre tout dans un même panier en disant la viande c'est mal ou la consommation, peu importe, c'est comme de dire est-ce que les vrais problèmes c'est pas plutôt ceux qui l'utilisent extrêmement mal? Je sais pas si moi je pense que déjà le système dans lequel on a normalisé l'alimentation est énormément problématique.
de dire, nous autres, on a culturellement été empêchés de chasser, de pêcher. Je veux dire, les gardes de chasse étaient là pour nous empêcher de pêcher. Et donc, on faisait de la pêche de nuit pour pouvoir accéder à la rivière. Mais on nous normalisait d'acheter la nourriture qui avait été transportée jusque dans nos communautés, salée. T'sais. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'éducation alimentaire sur ce qui était un bon aliment, un mauvais aliment, parce que il n'y avait pas de mauvais aliments. Mais le système qui s'est mis en place a créé des mauvais aliments. Et aujourd'hui, on paye plus cher pour manger bio, alors qu'à l'origine, toute l'alimentation est bio. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Donc, il faut qu'on paye pour éviter les effets du système qu'on nous a imposé. Et moi, c'est ironique, hein? J'ai eu, c'était Vigilance OGM, un test d'urine. On était une trentaine de personnes pour tester le taux de glyphosate dans nos urines. Et ça avait été passé dans la presse. Et j'étais la deuxième personne avec le plus haut taux de glyphosate dans ses urines comparé à un agriculteur qui travaille avec du glyphosate dans son champ. Puis là, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bu un drink. Ben oui, j'ai bu un drink de glyphosate parce que je mangeais énormément d'alimentation transformée, vendue en épicerie. Puis ça m'a fait vraiment réaliser que présentement, les communautés les plus pauvres, les communautés qui achètent un sac de chips plutôt qu'une pomme dans le Grand Nord, ben c'est ceux-là qui vont absorber le plus d'éléments nocifs puis donc cancérigènes. Et nous autres, dans nos communautés, ben, on a une énorme vague de diabète parce qu'on n'avait pas autant de glucides gratuits comme de la farine, du pain, du sucre. Tout ça n'était pas disponible. On chassait, on marchait. Il y avait une santé qui venait avec être proche de son territoire. Donc, présentement, j'essaie de faire montrer que le système, qu'on accepte ce système-là encore comme étant le système valide, c'est beaucoup plus disjoncté que de dire à des Inuits qui ne peuvent pas chasser, à des Inuits qui ne peuvent pas aller à la pêche. C'est là que ce système-là est une déconnexion avec le territoire. C'est vraiment intéressant parce que vous parlez de culture, les deux, puis de système, puis j'ai l'impression que souvent on perçoit de la viande comme notre culture. Mettons, on va manger, on va manger du bœuf, on va manger du porc, puis c'est comme... C'est de la nourriture, on le voit pas comme ça. Mais si on se mettait à chasser du chien... Non, mais pour vrai, là, hey boy, que ça passerait pas. Puis j'ai l'impression que, culturellement parlant, on est prêt à vraiment... on est prêt à banaliser l'exploitation de masse qu'on fait en disant, ben, c'est de la nourriture. Mais si on se met à chasser quelque chose de cute, par contre, si on se met à chasser quelque chose qu'on a vu dans un film de Disney quand on était jeune, oh là, je peux vous dire... Les chevreuils de Longueuil? Mettons. Et puis, je pense que, justement, en tant que société qui est relativement homogène, mettons, à Granby, on s'est dit qu'il y a beaucoup de francophones blancs, mettons, quand on est tellement dans notre culture qu'on n'est pas capable de voir ce qui se passe ailleurs puis de dire, hey, questionner un peu ce qu'on fait, t'sais. Puis justement, de voir, parce que, on s'entend qu'il y a d'autres problèmes qui sont liés à la consommation de viande, dont l'utilisation de l'eau. Puis on sait aussi qu'on est dans une région extrêmement riche dans cette ressource naturelle-là. Puis on parlait beaucoup de liens avec le territoire, puis on parlait beaucoup de notre relation avec comment on devrait habiter le territoire. Puis je pense que justement, d'utiliser de l'eau pour faire beaucoup de viande, mais aussi pour peu importe des glissades d'eau, puis peu importe ce qu'on pourrait penser. Du ski, écoute, la fausse neige. C'est fou. Comment faire pour les entreprises, pour que les personnes soient plus proches de leur ressource naturelle principale, qui est l'eau, qui les fait vivre dans notre région, mais aussi généralement dans le monde, là, t'sais. Moi, je m'inquiéterais beaucoup pour l'eau parce que mon rôle en tant que femme Inou, c'est de protéger l'eau. Le rôle des hommes étant de protéger le territoire parce qu'on se partage cette tâche-là. En grande partie parce que les femmes, on est connectées par un cordon depuis le début des temps. Par le cordon ombilical, on peut remonter à la première mère, la première grand-mère qui est la Terre, mais par une rivière qui nous connecte. Et donc, je dis tout à l'heure, les gars, c'est les ménés, là. Mais les filles, on est la suite de la rivière. Tu sais, ma fille va être la prochaine embranchement de cette rivière-là. Mais je me dis, souvent, l'eau, on a la chance d'en avoir beaucoup. Et l'eau, si on y fait attention, je veux dire, il y a des villes où l'eau est beaucoup moins accessible qu'on a peut-être au Canada. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est toutes les terres, les forêts, tous les micro-organismes qui existent, qui n'existent que dans les terres arables, puis qu'on couvre de parking, puis de maisons, puis tout ça. Je dis, où est-ce qu'elle est la réflexion autour de cette fine couche de vie qui existe sur la Terre? Et c'est vraiment la manière qu'on peut avoir comme être humain de manger de la terre. Parce que la terre, là, c'est ça qui nous nourrit. Il n'y a rien d'autre, là. Je veux dire, c'est carrément ça. Et si je pourrais aller manger une poignée de terre, je pense que je ne la trouverais pas aussi bonne que quand elle passe à travers tous les autres cycles pour se rendre à moi. Donc, cette connexion-là, cette rivière, ce fil de vie-là n'est pas réfléchi
dans notre connexion en tant qu'humain. On voit juste qu'est-ce qui arrive dans l'assiette. Fait que souvent, j'essaie d'influencer les gens en disant, quand tu manges ton assiette, pense au chemin pour qu'ils se rendent. Puis tu vas voir que c'est anormal, qu'un avocat, qu'une crevette asiatique, tu sais, tout ce chemin-là est trop long. C'est ça l'éthique, finalement. La notion de supériorité aussi, j'ai l'impression, comme que tu parlais tantôt, que l'eau, c'est comme juste une ressource qu'on utilise, mais c'est pas comme, on le voit pas comme un acteur égal un peu à nous, à nos bienfaits. T'sais. Ouais, je sais pas si ça fait sens, je sais pas, mais je te regarde et je me dis peut-être que tu peux me détruire si c'est pas... Non. Ouais. Ben, c'est un bon point. Je veux dire, moi, je pense pas, je sais pas si j'ai grand-chose de pertinent à dire sur l'eau. J'ai pas travaillé vraiment là-dessus, mais effectivement, qu'on pourrait se demander c'est quoi notre relation avec le territoire, comme Mélissa disait un peu, dans le même sens que, justement, je le propose dans mon mémoire. Ben, notre relation avec le territoire, c'est comme on lui accorde plus aucune valeur, tu sais, juste la manière qu'on ferme. C'est ridicule de prendre la terre puis de la rendre désolée, de la laisser là, puis après ça d'aller chercher un autre quand on peut faire de la permaculture puis réutiliser le territoire de façon qui est beaucoup plus efficace et qui est sustainable en français, ce serait soutenable. C'est intéressant parce qu'il y avait un article justement dans la presse récemment qui parlait de ça, mais tu sais, quand on parle des nappes phréatiques, de l'eau qui s'écoule en dessous de la terre et qui se promène librement, tu sais, nous dans notre tête, c'est comme, OK, on veut de l'eau, on a une rivière pour ça, donc la rivière va passer puis c'est tout. Mais quand on y pense, l'eau, c'est partout, c'est supposé justement abreuver tout ce qu'on... Là, on parlait de la terre, mais tu sais, ce qui abreuve la terre, c'est l'eau qui est en dessous de la terre. Et donc, nécessairement, si on est pour aller faire l'agriculture puis tout à drainer l'eau qui est en dessous pour le faire sécher, mais là, c'est de dire on va rendre les cours d'eau uniquement dans les rivières, puis on va aller là quand on va vouloir y aller, puis quand on veut être chez nous, ben, tu sais, c'est comme si c'était deux mondes... chez nous, c'est ça ça. sera mouillé dans les rivières. Deux mondes différents, c'est vraiment ça, alors que c'est pas du tout la vision qu'on devrait avoir au niveau éthique. Là. Non, parce qu'en plus, on a déjà un système de filtration qui est installé, qui est là depuis des millénaires. Puis là, on veut juste trouver un système que nous, on peut créer, qui va nous coûter des millions de dollars. Donc, on va aller rechercher dans l'environnement les ressources pour pouvoir créer un système pour filtrer cet environnement qui se filtre déjà. Donc, plutôt que de voir on dirait qu'on veut mettre une application sur quelque chose qui n'a pas besoin d'application. Et ce qui est vraiment drôle, c'est vraiment cette déconnexion au territoire. Parce que j'en parlais avec mon mari qui étudiait en art, puis il étudiait le paysage. Et il a demandé à ma marraine, Yvette Mullen, elle disait, c'est quoi le mot pour paysage chez les Inuits? Ben, il n'y a pas de mot pour paysage, parce que paysage, il faut que tu regardes de loin le territoire, tu le regardes comme en te détachant, alors que nous, on est toujours dans le territoire. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir aussi sur les concepts de ville. Les gens pensent que quand ils sont dans la ville, ils ne sont pas dans la forêt. Et ça, j'ai de la misère à détruire ça, là, mais je dis, quand tu es dans la ville, tu es dans la forêt. Tu as juste fait tes tipis plus élevés. Mais... On en a parlé. Justement, on en a parlé dans une des émissions sur le développement urbain dans les boisés. Puis c'est ce que je disais, c'est comme toutes les villes, c'est des anciennes forêts. Puis c'est comme il faut le voir comme ça, parce que sinon on l'oublie. Ben oui, on est dans une forêt, on est juste l'équivalent de ce qui empêche la forêt de grandir. Mais là, présentement, les 2 années de COVID ont fait se rendre compte aux gens qui ont été pris chez eux, qu'est-ce qu'ils voulaient le plus. Après avoir acheté tout ce qu'ils pouvaient sur Amazon, le papier de toilette était plein dans les armoires, ben, les gens voulaient aller camper, aller se promener, puis là, on ne pouvait même pas aller dans les parcs. Fait que là, on s'est rendu compte que le premier appel, c'est cet appel d'aller à la nature, d'aller dehors. On a redécouvert nos propres territoires. Les gens se sont rendus compte, « Hey, j'ai pas été... nulle part au Québec, mais je suis allée en Thaïlande, tu sais. » Fait que je donnais un exemple. Une fois, j'ai fait un webinaire sur un bain de forêt que je donnais, puis je l'ai donné en plein piste cyclable à Longueuil, parce que des deux côtés, il y avait les routes, puis il y avait une piste cyclable, puis une piste de piétons, puis ils ont planté des arbres fruitiers là, mais c'était pas là avant, c'était juste un terre-plein, excusez-moi. Puis là, le monde riait. Je disais, ouais, mais ça, c'est la veine. C'est même pas, c'est le capillaire qui est en train de devenir une veine. Peut-être qu'à un moment donné, cette route-là va disparaître pour redevenir une traverse forestière parce qu'on va recommencer à revaloriser le manque de forêt. On l'a vu à Montréal-Nord, beaucoup de citoyens qui étaient pris dans leurs appartements, puis il n'y avait même pas de parc nature pour se rendre. Il n'y avait pas accès au Mont-Royal, comme beaucoup de personnes plus privilégiées. Donc, reconnecter, remettre la nature où elle a le droit d'exister plutôt que se battre contre. Je pense qu'on le voit avec les pelouses. C'est déjà difficile avec les pelouses, avec imaginer avec les forêts, mais c'est ça qu'on a besoin présentement.
Là, je fais un cercle complet de ce qu'on a discuté au début, mais là, on parlait beaucoup de comment faire pour responsabiliser les individus sans aller dans l'attaque personnelle, d'aller dans les critiques. Comment on fait pour que les gens adoptent des comportements éthiques? Donc, comment on fait? Est-ce que c'est par la sensibilisation? Est-ce que c'est par l'exemple? Est-ce que c'est en voyant des gens, par exemple, ramasser des déchets sur le bord de la rue? Comment on fait pour rendre les gens plus éthiques dans la vie de tous les jours? Ben, personnellement, en tout cas, ça, on veut la technique que je trouve qui me semble la plus efficace. Ouais. Quand on est individuel, du 1 à 1, on ne parle pas d'une conférence ou etc., c'est d'adopter la méthode socratique. Puis qu'est-ce que c'est, en fait? C'est juste de demander à la personne c'est quoi sa croyance, par exemple, par rapport à l'environnement. Puis si c'est contraire ou non à la tienne, de juste creuser par des questionnements sur qu'est-ce qui motive cette croyance-là, qu'est-ce qui justifie tel comportement, etc., etc. Et bien souvent, quand on se retrouve dans des comportements qui sont pas éthiques, tu peux amener la personne devant des apories ou des contradictions, autrement dit, dans son propre discours à elle-même. Et quand on se trouve devant notre propre contradiction, devant quelqu'un d'autre, souvent, je pense que ça amène des changements dans les comportements. Super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, je pense que les histoires qu'on se raconte, le fait qu'ils commencent à se rencontrer, parce que tu parles de Socrate, puis tu parles de concepts qui sont nés en Europe, puis qui ont traversé l'océan pour se rendre jusqu'à nous. Puis moi, je parle de savoirs ancestraux qui sont restés sur le territoire, puis que j'essaie de transmettre. J'ai dit, des fois, c'est drôle, là, on parle français, on ne parle pas le même français, on ne parle pas la même langue, mais là, on commence à mélanger nos histoires, à se comprendre, justement, l'histoire des relations. Puis j'ai dit, c'est là où est-ce qu'on va commencer à pouvoir se comprendre et se raconter des histoires. Et les gens vont se rendre compte que les savoirs ancestraux autochtones, ce sont des savoirs humains qui appartiennent à l'humanité et dans lesquels on peut trouver des solutions qui vont nous bénéficier aux deux nations. Et donc, on va commencer à se rencontrer et à créer ensemble. C'est là où je dis souvent, l'exemple de Star Wars, c'est un de mes exemples préférés parce que c'est une histoire qui maintenant existe dans nos deux nations. Et dernièrement, justement, le langage de Star Wars s'est transformé pour parler de décolonisation ou de colonisation, justement. Et là, ça a commencé à rentrer dans l'idée des gens. Et c'est là où je dis, c'est la langue commune, c'est de raconter nos histoires ensemble et de trouver le point commun qui va nous aider. Sur cette analogie de Star Wars. Bébé Yoda va sauver le monde. Phil, est-ce que tu veux... Ben oui, écoute, on est rendu à la partie dilemme. Moi, c'est ma partie préférée de l'émission, OK? Un peu plus légère. Fait que dans le fond... Je vais vous donner une situation, OK? Puis j'aimerais ça savoir comment que vous réagiriez. Ça se dit même? Réagir. En tout cas, on va dire de même. Et dans le fond, genre un pourquoi un peu. Fait que je vous mets en situation. Donc, vous soupez chez vos beaux-parents, OK? Et votre beau-père ou votre belle-mère vous montre son nouveau sofa en cuir, tout neuf, tout en beau cuir italien. Puis vous êtes, vous allez le voir, puis là, il essaie de vous vendre un peu le fait que c'est éthique d'avoir un sofa en cuir. Parce que vous avez rien dit, là. Et il essaie de vous le vendre. Fait qu'il vous dit, de toute manière, il aurait été mangé pareil, cet animal-là. Il n'a pas souffert, c'était juste l'ordre naturel des choses. Dans cette situation comme ça, là, pour vrai, c'est quoi? Comment vous réagissez à une situation comme ça quand quelqu'un essaie de vous convaincre que c'est éthique, mettons, d'avoir un sofa en cuir italien chez eux? Quand même, hein? Ouais, c'est bon. Première chose, moi, je consomme pas de cuir, évidemment, mais je pense, je connais pas tant que ça l'industrie du cuir. Mais j'aurais tendance à penser qu'il y a une industrie qui produit, qui élève des animaux pour le cuir. Ah oui, absolument. Donc, en achetant son divan, il fournit la demande. En fait, il continue à demander ce produit-là. Puis Mais est-ce que tu lui dis ça? Moi, parce que tu lui dis au souper, tu vas... Parce que ça peut créer un malaise, tu sais, genre, ça peut être... En tout cas. C'est sûr, mais il y a aussi une manière de le dire. Tu sais, c'est pas obligé d'être confrontant. Tu sais, justement, en posant la question, je sais pas. Tu sais, les industries, il me semble, qui font ton divan de cuir, ils ont élevé des vaches pour ça, puis après ça, je sais même pas s'ils utilisent la viande en bout de ligne. Tu penses vraiment qu'ils l'utilisent, ça? J'avoue que c'est intéressant. C'est une réponse intéressante. Comme ça. Moi, je travaille le cuir. Les piquants de porc-épic, on utilise tout dans l'animal. Fait que c'est certain que moi, je suis pas mal sûre que l'industrie utilise tout l'animal parce qu'ils aiment bien faire une scène sur tout ce qu'ils peuvent trouver. Cependant, je pense que ce qui est dans l'achat des objets, c'est surtout le fait qu'on achète pour racheter nouveau plus tard. Ouais. Fait que moi, je dirais plutôt, j'encouragerais que c'est bien le divan en cuir, ça va durer plus longtemps que le divan en plastique,
Il va, Ok. il va pouvoir se biodégrader plus rapidement. Puis je connais même des artisans qui peuvent te réparer ton cuir si jamais... Puis moi, j'ai compris une chose, c'est que plus j'aimais un objet, puis plus j'en prenais soin, puis plus sa durabilité faisait que j'en consommais moins dans la longue durée. Mhm. Donc, on essaye beaucoup d'acheter de l'usager chez nous. On va souvent dans les antiquaires parce que c'est là que tu trouves des affaires qui ne sont pas mortes, puis qui sont souvent pas faites en plastique. Fait que je dirais, moi, je pense que c'est d'encourager les gens vers une consommation, une vision de la consommation qui est différente. Si tu as une POC, ben c'est pas grave, c'est une POC, tu peux la réparer, puis l'amour que tu as donné, la réparation, moi, j'avais déjà cousu des Vans que je m'étais acheté, puis ils m'avaient duré 6 mois de plus. Fait que c'est de dire qu'on étire aussi ce qu'on utilise, parce qu'en tant qu'humain, on a une consommation, mais c'est la consommation des 50 000 chaussures que tu as dans ton garde-robe. On a une économie qui est en plus dans les hangars maintenant. C'est de repenser comment on consomme. Mais pour la durabilité. Puis tranquillement, bien, les gens changent leur manière de faire. Fait que moi, je crois beaucoup que il l'a acheté. Il est là. Il est là. Ça ne sert à rien de détruire son achat, mais on peut l'encourager à que son achat devienne quelque chose de plus sensible. Mais tu lui donnes des bons arguments. en C'est tout deux, cas, ouais, c'est- tu lui donnes- c'est deux réalités, je pense, quand même, là, Ouais. qui sont différentes, mais en même temps, on voit d'un côté, au niveau environnemental, comment il peut y avoir deux réalités Ouais. qui peuvent également être Ouais. bonnes. Là. Mélissa, moi, j'aurais tendance... Toi, tu travailles le cuir avec des animaux que tu as chassés, par exemple? Ben, Ou- moi, ce que je préfère, c'est les animaux qui ont été chassés traditionnellement. C'est ça. Mais ce que je fais, c'est que j'achète aussi du cuir recyclé. Je vais aller dans les Ok. villages des valeurs, j'achète du cuir qui est déjà là. C'est ça. Mais c'est certain que je me dis, on a tellement de choses dans les dépotoirs, dans les villages des valeurs, dans les C'est ça. comptoirs familiaux, mais on veut acheter du neuf tout le temps. C'est Fait ça. que moi, je me dis aussi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse au final? Parce qu'on n'a jamais été aussi confortable comme société. On n'a jamais eu autant d'accessibilité. Je veux dire, il y a 100 ans, un roi en Europe ne pouvait pas acheter les mêmes choses que toi. Puis moi, on peut acheter dans notre maison, chez nous, un petit appartement, mais on n'est pas plus heureux. Ouais. Puis en me rendant compte qu'en prenant soin de mon bonheur, de ce qui enrichissait ma vie, bien là, je me suis mis à consommer beaucoup plus consciencieusement, puis je me suis mis à avoir moins de besoins. J'avais moins besoin de combler le vide. Donc ça aussi, c'est important. Pas Puis besoin de changer le sofa à chaque 2 ans. tu sais. Exactement. Puis développer de la communauté, ça fait aussi qu'on a des échanges qui se créent. On n'achète pas 14 piscines. Des fois, on va avoir une piscine qu'on partage avec le voisin. Il y a des choses comme ça qui se créent aussi, qui existaient autrefois, mais qui est de moins en moins présent à cause du système de consommation qu'on a. C'est ça. Fait que, autrement dit, peut-être que la réponse, ça peut être un peu nuancée, Exact, évidemment. c'est ça le but dans le du sens dilemme, que- je C'est ça le l'ai but dit. du dilemme. Écoute, hein, Que justement, tu sais, si son divan il vient de chez Brick ou ce qu'ils ont, ils ont participé à l'exploitation de masse des animaux, on peut dénoncer au niveau éthique. Puis après ça, quand il y a des animaux qui sont chassés par des Autochtones ou par des personnes qui soient québécoises, etc. Si vous avez chassé un chevreuil, pas un chevreuil, parce que je peux faire... oui, je peux faire du cuir avec du chevreuil, je pense. j'ai Oui, jamais- oui, j'ai oui, jamais excusez, vu ça, oui, mais j'ai- Tu peux faire j'imagine. du cuir avec Oui. du poisson. Avec du poisson? Oh, ça, je savais pas. Mais, bref, si vous avez chassé un chevreuil puis vous faites du cuir avec, ben tant mieux, tu sais, je veux dire, aussi bien réutiliser le cuir comme Rendu les là, Autochtones ouais, le c'est faisaient, tu sais. Mais peut-être que j'aurais plus tendance, justement, à dénoncer si Ouais. ça encourage encore Tu sais, l'exploitation. il n'est de pas allé masse. chasser son sofa au brick. là. Il C'est était- ça, il était ça. lâché. Ben, Je pense qu'on n'a pas le choix là, présentement parce qu'on est dans un moment de luxe énorme de pouvoir en parler puis d'y réfléchir, mais des situations vont s'amener puis ça va être nos enfants qui vont pas avoir le choix du divan ou pas. Là. Ben, sur cette fin de discussion super intéressante, on va devoir clore l'émission malheureusement. C'est super intéressant. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Puis je remercie encore nos invités. Maxime, on va suivre Merci. les développements de ton mémoire prochainement. Mélissa aussi à Radio-Canada et toutes les autres plateformes. On verra sur... voilà. Donc Félix, merci Donc, encore. hey, mais merci. Merci pour tout le monde. C'est vraiment un bon épisode. Puis Ouais. j'ai hâte au prochain. Puis écoute, merci beaucoup aussi au Sanctuaire Safe d'avoir nous avoir Ouais, laissé ouais. cette vraiment beau lieu de tournage. C'est vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup tout le monde. Puis Salut. on se voit la Merci prochaine. les gars. Bye. C'est jusqu'à maintenant.